Sais-tu qu'est-ce qui est plate dans une ligue de hockey de garage, Simon? Non, mais j'ai l'impression que tu vas me le dire. C'est être celui qui est obligé de commander ses uniformes en ligne. Mais grâce à V-Nation, tout ça, c'est fini. En plus, regarde, j'ai maintenant mon chandail. Free Pag! Mais avec V-Nation, tout est vraiment facile. Tu peux tout personnaliser, le numéro des joueurs, le nom dans le dos, les logos que tu as besoin. Puis tout ça, c'est super facile parce qu'ils ont un builder personnalisé en ligne. Fait que tu peux tout télécharger ton logo, puis ils vont l'insérer eux-mêmes sur le chandail. Ça, tu sais que c'est moi qui ai choisi les couleurs. Hein? Oui, en plus. Ouais. Ben c'est ça, tu peux faire ça aussi sur leur site. Puis ce qui est super agréable, c'est que le chandail est fabriqué au Québec. Fait que si jamais tu as des questions ou quoi que ce soit sur tout comment ça fonctionne pour produire ton chandail, ben ils sont facilement rejoignables. Donc c'est très simple. Tu peux bâtir ton uniforme personnalisé dès maintenant sur vnation.ca. Ça, c'est v-nation.ca. Saison 1, épisode 15. Premier épisode de 2026. Simon Snake Boisvert qui est en harmonie avec son gilet. Ben Bonjour. Oui. Ben oui. Salut Mathias, salut Pag. Salut les gars, ça va bien? Et là, je regarde du côté de Pag, je vois que Victor Hugo en mange une. Aïe, 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 l'esprit de contradiction. Quel beau chandail, Free Pag. Je sens que l'armée va trémousser de joie. Mais en... Oui, puis il est dans ton équipe en plus. Hein? Il est dans ton équipe. Ah, ben Équipe tu vois, des ça en Blancs. prend deux pour te... Ouais. Hey, comment allez-vous? Avez-vous passé un beau temps des fêtes? Oui. Excellent. Oui. Toi, tu as vécu ton Walt Disney. Oui. T'arrives de ton Walt Disney à Oui, toi, là? je suis allé à Disneyland, je suis allé visiter les studios de cinéma Paramount, je suis allé sur Hollywood Boulevard, mais Surtout, pour le hockey, 3 matchs des Ducks en personne. je suis surpris que tu sois revenu. Je pensais que tu serais resté, tu serais déménagé Non, là-bas. très, très heureux d'être revenu ici. Bon. Très, très heureux, mais une belle semaine. Pâques, t'es resté ici. Je suis resté ici. J'ai consommé beaucoup de hockey. Puis Je pensais que tu allais dire j'ai consommé. OK, beaucoup de hockey. on était servis pendant le temps des fêtes, c'était super. Bon. J'aimerais vous dire que Mathias et le Serpent est une présentation de Mise au jeu plus qui vous rappelle de jouer responsablement. Mathias et Serpent est aussi présenté par Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt Hockey. Fiers de s'associer à l'émission. Avec 29 magasins, ils sont les spécialistes hockey au Québec parce que quand c'est hockey, c'est ici. Aussi vous dire que vous avez jusqu'au 18 janvier pour participer au concours V-Nation. Gagner la chance de refaire faire des chandails personnalisés pour votre équipe de hockey de ligue de garage, que ce soit COSOM ou sur glace. Et comme vous pouvez voir ici, c'est possible de personnaliser non seulement le logo, mais aussi le nom et le numéro. On dit dans la mode. Écoute, j'ai demandé avant l'émission à notre Snake national de prendre ses pilules pour les allergies parce que c'est un bon temps pour être partisan du Canadien en ce moment. Ça va bien. Non seulement le Canadien traverse une période heureuse. Michael Age vient d'obtenir 4 passes, de battre un record pour les espoirs du Canadien au championnat mondial junior avec 15 points. Fait que beaucoup de trucs. Je vais juste commencer avec le Canadien, parce que quand on s'est laissé il y a 2 semaines, le Canadien est à peu près à la même place au classement. Ouais. Il y a un truc qui a changé. Puis là, tu me vois peut-être pas venir, c'était pas dans le plan de match. Sais-tu qui ont été les 3 premiers compteurs de l'équipe en 6 matchs depuis qu'on s'est quitté, il y a 2 semaines? Ben, Slavkovski, Demidov et Hudson. Hudson, 10 points en 6 Ouais. matchs. Slavkovski, 9 points en 6 matchs. Demidov, 8 points en 6 matchs. Puis après, tu as Suzuki à 6 en 6. Caulfield, 5 en 6. Il y a comme... Puis c'est une partie intéressante parce que c'est un moment intéressant parce que Suzuki et Caulfield sont quand même encore jeunes. Mais là, tout récemment, on a vu une couche encore plus jeune prendre le relais. Un duo, c'est comme le changement de garde des duos. Puis Pag, tu vois, il y a un match, je me rappelle pas lequel exactement, puis ça aurait pu être n'importe quel finalement. J'ai texté Simon, j'ai dit là, regarde, il faut que tu regardes les séquences de Slavkovski, il est dominant. Et il l'était. En effet. C'était le match contre Caroline. OK, oui, c'est ça. Oui. Je pense qu'en ce moment, au moment où on se parle, j'ai 2 trucs là. Oui. Je pense que Juraj Slavkovski, en ce moment, est le meilleur attaquant du Canadien. Es-tu d'accord ou contre? Ben, je suis pas loin d'être d'accord. J'aime bien Demidov, là.
OK. Il y avait Demidov. Mais c'est sûr pour que Slavkovski... la locomotive, là... Oui, Slavkovski, oui. Dans ce sens-là, oui. Puis, je t'ai parlé d'Hudson. Oui. Puis, je t'ai dit, regarde, Simon, quoi que t'aies porté le chandail d'Hudson l'an dernier, t'avais quand même tes réserves. Là, j'ai dit, ça commence à être difficile, là. Si tu tripes sur Quinn Hughes, faut que tu tripes sur Lane Hudson. Puis, ta réponse est intéressante. T'en rappelles-tu ou t'as déjà oublié? Je m'en rappelle dans le sens que tu me rafraîchiras la mémoire là, si j'oublie des détails. Mais moi, les Hudson, je t'avais dit à un moment donné, l'année passée, oui, il est en train de me convaincre pour la saison régulière. Il fait ses points. Il y a beaucoup de points à 5 contre 5 cette année. Très important parce que longtemps, on a pensé, puis je n'étais pas le seul, que c'était plus un spécialiste du jeu de puissance. C'est pas le cas. Il est dans les meilleurs de la Ligue à 5 contre 5. Puis je t'avais dit, j'ai une case à cocher encore avec les Hudson. Oui. Le Canadien se retrouve en demi-finale de la Coupe Stanley. Ça brasse. Est-ce qu'il va être aussi dominant ou est-ce qu'il va avoir le même impact? Mais... Et je t'ai répondu, Quinn Hughes ne l'a pas coché encore. Ben voilà. Et j'ai la même interrogation pour Quinn Hughes. Faut que tu le laisses tranquille, le petit, là. Oui, mais je le laisse pas tranquille, Hudson, non plus. Il me fatigue, Hudson. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire contre Dallas. Parce qu'il te fait mal. Oui, mais... Il te fait mal, Hudson. Oui, il me fait mal, mais c'est parce que c'est pas Kapanen, s'il y a autre chose, on le sait que... Ouais. Mais Hudson, il te fait mal. Oui, mais regarde, c'est que... Il y a beaucoup de joueurs qui me font mal. Oui, mais lui en particulier... Non, c'est que... Regarde, c'est qu'ici, on est à Montréal, puis on a un show qui est axé et qui est majoritairement écouté par des partisans du CH. Ouais. Mais si j'avais été à Vancouver ou même à Minnesota en ce moment, puis que je disais, Quinn Hughes... Je ne sais pas en série qu'est-ce que ça va donner contre Dallas. Je me ferais ramasser par les partisans du Wild. Oui, mais tu ne parles que de Quinn Hughes, tu sais. Tu tripes, il est là, dans ta tête, il est là. Il est. Puis oublie pas, le Quinn Hughes, ça fait des années qu'il fait ses preuves en saison régulière. Ouais. Il y avait eu une pas pire série en 2020, dans le temps de la bulle. Mais après ça, l'autre fois qu'il s'est retrouvé en série, il a été vraiment mauvais. Ouais. Alors, moi, c'est juste ça. Regarde, quand il reste juste cette case-là à cocher, puis il y a bien des joueurs sur lesquels on peut l'avoir, cette case-là, ben là, qu'on me dise plus que je m'acharne sur Hudson. Bon, parfait. Puis là, je vais te parler de Slav sur un dernier point qui va t'ouvrir une porte à toi après, puis tu vas voir. Ouais. Tu sais, on pensait que Slavkovski bénéficiait de Suzuki Caulfield, et là, on l'a retiré de ce trio-là il y a quelques semaines. On pensait que ça lui ferait mal, puis finalement, on remarque que Suzuki Caulfield, à 5 contre 5, s'en ennuie, puis qui est en train de dynamiser l'autre trio, et tu te dis, crime, Slav était beaucoup plus important qu'on pensait pour ces deux-là. Bien, tu vois, moi, il y a une chose que j'ai répétée souvent, c'est que le trio Suzuki Caulfield, Slavkovski, je ne l'ai jamais vu comme immuable pour les 10 prochaines années. Puis, tu sais, je sais que souvent, les partisans vont s'attacher à des trios, ils vont s'attacher à des joueurs, c'est correct. Mais, tu sais, les trios, c'est pas immuable. Il n'y a pas beaucoup de trios dans l'histoire de la Ligue nationale qui ont joué 6, 7, 8, 10 ans ensemble. Oui. Il y a un moment donné, il y a toujours peut-être un changement. On crée des duos, il y a beaucoup de duos qui restent ensemble. Puis là, je pense que ça va être difficile de revenir à ça. La question, cependant, est de savoir, puis ça, c'est question optimale, est-ce que, mettons, Demidov, c'est plus optimal en le faisant jouer avec quelqu'un d'autre, puis en retournant Slavkovski avec Suzuki Caulfield? Tu sais, parce que là, Suzuki Caulfield, à 5 contre 5, on y voit beaucoup moins. Là. Ah oui, mais c'est quasiment, écoute... Ils sont efficaces sans dans manquer de respect à Texier et Bolduc, là, tu vois la différence entre un Slav puis un gars de milieu de formation. Exactement. Ça saute aux yeux, là. Exactement, ça saute aux yeux. Fait que, regarde, c'est quand même un petit échantillon encore, mais c'est quand même la 4e saison de Slavkovski, saison de 21 ans, saison cruciale, je l'ai répété maintes fois, parce que moi, j'avais étudié les patterns des joueurs repêchés à un rang élevé qui jouaient dans la Ligue nationale à 18. Et je suis toujours arrivé à la conclusion que habituellement, le maximum pour que les gars aient une éclosion monstre, c'est à 21. Il y en a c'est à 20, il y en a c'est à 21, ça dépend de bien des choses.
mais ça dépasse rarement 21. Ouais. Alors, et c'est pour ça qu'à un moment donné, un gars comme Kotkaniemi, à un moment donné, 4e saison à 21 ans, il fallait arrêter. Ah, je l'ai lâché. Jack Hughes, les 2 premières années, un petit peu plus difficiles, surtout la première, mais à 20, ça a explosé. Exact. Donc, c'est quoi l'expression? Mais je lui dis, Slafkovský, il est à l'heure, là. Ah, il est à l'heure. Il est à l'heure. Là. Puis les gars, tu sais... Puis tu sais, excuse-moi, Pat, je Non, dois c'est te couper, correct. là, mais Ouais. oublie pas ta question. Tu sais, il y en a qui disent Slafkovský, t'es sceptique. Ben, j'étais sceptique, oui et non. C'est comme, moi je suis toujours je suis toujours sceptique. Tu sais, dans le sens que je me dis toujours, je sais pas, moi, Celebrini, j'adore Celebrini. Il va-tu la gagner, la coupe? Pas sûr qu'il va la gagner, la coupe. Il y a toujours un niveau de scepticisme. Moi, l'affaire avec Slafkovský, quand je disais c'est une saison décisive, ça n'enlevait pas le fait. Puis Mathias, tu te souviens, je l'avais classé premier en 2022. Ah ouais. Je l'avais premier. Puis j'avais Cutter Gauthier deuxième, puis j'avais Logan Cooley troisième. Ouais. Bon. Il s'est passé autre chose à notre absence. Oui. Nick Suzuki a été nommé sur l'équipe canadienne. Surpris? Non. Je ne sais pas quel rôle on va lui donner. Je ne pense pas que ça soit un rôle de top 6. La question est de savoir qu'est-ce qu'il va faire à 5 contre 5. Ouais. Parce que, tu sais, je me fais beaucoup là, demander pourquoi tu n'aimes pas Suzuki. C'est pas une question de ne pas aimer. C'est une question d'évaluer un joueur. Moi, j'aime quand les joueurs sont évalués à leur juste valeur. Ouais. J'aime pas les joueurs sous-estimés, j'aime pas les joueurs surestimés. Peut-être que je suis un peu trop cartésien. Sous-estimé et surévalué, oui. Excuse-moi de te reprendre. Sous-estimé, surévalué, c'est ça. Moi, je suis un gars extrêmement cartésien. Puis des fois, je trouve qu'on s'emballe ou trop ou pas assez pour certains gars. Ouais. Alors, Suzuki, j'ai essayé de mettre le doigt dessus. Puis je me disais, comment ça se fait, un gars qui est dans les premiers marqueurs de la Ligue, comment ça se fait qu'il y a tant de matchs que je le vois pas, puis malgré tout, les points sont là. Il va faire 90 points peut-être encore cette année. Là, je suis allé voir les statistiques à 5 contre 5. Et voici ce que ça a donné. Nick Suzuki, à 5 contre 5, est le 125e meilleur marqueur de la Ligue. OK? Chez les joueurs qui ont joué au moins 250 minutes minimum. Ça, c'est cette année? Oui, à date. En date de ce matin. Chez les joueurs qui ont joué au moins 250 minutes, on calcule le nombre de points par tranche de 60 minutes. Ouais. Il est à 1,48. Ouais. Pour vous donner une idée, Nathan McKinnon a 3,74 à 5 contre 5 sur 60 minutes. Demidov est à 2,67. Donc, c'est 1 point de plus que Suzuki. Ouais. Et Suzuki se classe 236e dans la Ligue nationale. 236e pour? Le par nombre tranche de 60 minutes. Par tranche de 60 minutes, un Ok. nombre de points à 5 contre 5. Mais, jeu de puissance, il est 4e. Et tout ce qui est 3 contre 3 et 6 contre 5 quand on enlève le gardien, il est 9e. Donc, on peut en conclure qu'avec l'avantage d'un homme et en overtime, Nick Suzuki est un joueur élite. Ouais. À 5 contre 5, c'est pas malheureusement un premier centre d'impact. Tu n'as pas eu le temps de faire l'exercice pour l'an dernier? Ah, il faudrait que je regarde dans Parce que je me demande, l'an dernier, ça ne devait pas être comme ça aussi. Ben non, mais là, Mathias, c'est quand même que Ouais. Suzuki, il y a une grosse saison C'est sûr. en fait point. Ouais. Donc, je remets les pendules à l'heure pour expliquer un peu aux auditeurs pourquoi j'ai des réserves par rapport à Suzuki, puis pourquoi je dis, je suis allé au Centre Bell l'autre jour, puis je le vois pas, Suzuki. Mais on arrive à la fin, il a fait le but égalisateur avec 1 minute à jouer, puis à 3 contre 3, il y a une passe sur le but de Caulfield. Ouais. Puis là, il y a 2 points. Puis là, j'en dis, pourquoi tu l'aimes pas, Suzuki? C'est pas une question de pas l'aimer, là. Tu parlais du 3 contre 3 tantôt. Il faudrait que Jeff Molson aille à la réunion des gouverneurs, puis change le règlement en série, puis mette la prolongation à 3 contre 3 en série comme au championnat mondial junior. À Canadien gagnerait la coupe. Les 3 contre 3, j'adore regarder ça. Des fois, là, en fin de match, là, je regarde des scores et je me dis, bon, là, je vais aller voir un 3 contre 3, peu importe qui. C'est toujours le fun, le 3 contre 3. Pas mal plus que les tirs de barrage. Ouais. Et je dois te dire qu'à 3 contre 3, la meilleure équipe de la Ligue, c'est le Canadien. Ah, mais c'est rendu maintenant, puis il y en a eu, tu te dis, faut pas qu'ils se rendent en tir de barrage, Ouais. parce qu'ils Ils gagneront ont plus pas. de chances de gagner. Ouais. C'est fou pareil. Ils ont plus de Ah, chances. ouais. Alors, c'était ma petite mise au point sur Suzuki. Ok. Peut-être que tu avais quelque chose tout à l'heure. Ouais, mais ça tombe encore mieux à point Oui, avec ta mise vas-y au donc. point. Vous avez dressé le portrait de Slaf puis de Demidov comme étant les 2 meilleurs attaquants présentement chez le Canadien. Oui. Puis, on dit que Suzuki a un peu plus de difficultés sur le premier trio en ce moment. C'est quand
c'est quand qu'on peut se permettre de joindre le meilleur centre de l'équipe avec les 2 meilleurs attaquants de l'équipe. Je parle de faire un trio Demidov, Suzuki, puis ça s'en vient. Ça s'en vient. Puis moi, là, je pense mais que... Caulfield, là, Non, mais à un moment donné, il va y avoir du renfort du Canadien. Ouais. Alors, puis ça, à un moment donné, ça devient essai-erreur. Tu sais, que 2 joueurs cliquent ensemble, tant que tu ne l'as pas fait, tu ne sais pas. Ouais. Qu'est-ce qui te dit que Hage et Caulfield, ça ne sera pas un duo d'enfer? Oui. Peut-être. Peut-être que non, peut-être que oui. Tu sais, Will Horkoff, qui est un pur marqueur, là. Il n'y a pas le physique de Caulfield, mais c'est pas grave. C'est pas un joueur qui contrôle le jeu, c'est un pur marqueur. Will Horkoff, cette année, la raison pour laquelle il y a une grosse saison à Michigan, c'est en grande partie grâce à Michael Hage. Puis, tu sais, on va revenir à Hage, mais je trouve que la plupart des passes qu'il fait, c'est à contresens du côté gauche. Oui, tout à fait. En étant droitier. Fait qu'avec Caulfield, je trouve que c'est intéressant avec un gaucher de l'autre côté. Avec McKenna, il y a une bonne chimie. Alors, qu'est-ce qu'il dit comme année? Ça ne sera pas Hage, Caulfield, Hage, Caulfield, Zarovski. Ouais. Puis Suzuki, Demidov, Slavkovski comme un super trio. Ouais. Puis ton deuxième trio, bien évidemment, il y aura tellement d'attention sur le premier trio que Hage, Zarovski, Caulfield, ça pourrait cartonner aussi. Là, tu as un super top 6. Regarde, c'est des spéculations qu'on fait. Déjà vu? Ça peut changer beaucoup. Là. As-tu déjà vu s'exciter de même pour le Canadien? Non, c'est beau. Je suis objectif, Mathias. Oui, mais je suis objectif. Tu sais, c'est là qu'on le voit. Là. Il y a des joueurs de talent à Montréal. Oui. C'est vrai. Mais moi, j'aime ça. T'emballes. Mais moi, je veux qu'il soit dans la bonne chaise. Oui. Puis je t'ai toujours dit que tant que Suzuki et Caulfield étaient les 2 meilleurs attaquants du Canadien, je les voyais pas gagner la Coupe. La minute où ils deviennent 3e, 4e ou 5e, là, on parle plus de la même équipe. Ben, c'est correct. 3e, 4e ou 5e, ça me va. Voilà. Là, est-ce que tu voulais nous faire un petit, ton petit exercice d'Anaheim? Oui. Voici ce que j'ai fait. Je suis allé voir 3 matchs d'Anaheim. Je vais parler des matchs dans le 2e bloc, mais j'ai fait un exercice de top 9. Puis ça, c'est ton équipe chouchou, là, on va le mentionner. Une de mes équipes chouchou à Anaheim. Avec San Jose. Avec San Jose. Okay. Alors, c'est sûr que c'est une équipe dont j'adore suivre la reconstruction. Ouais. Et là, je me suis dit, je vais prendre le top 9 d'Anaheim. Puis là, à chaque joueur, et celui du Canadien, et à chaque joueur, je vais essayer d'assigner un trio. Autrement dit, un joueur de premier trio, un joueur de deuxième trio. Et là, toujours dans l'optique du club prétendant à la Coupe. Es-tu nerveux, Pag? Oui. Oui, t'es nerveux? Parfait. Et là, évidemment que la méthodologie est la suivante. Moins t'as de points, un peu comme au golf, meilleur ton équipe est. Parce que si t'as 9 joueurs de premier trio, ben ça te donne 9 points. Ouais. Si t'as 9 joueurs de troisième trio, ça te donne 27 points. Ouais. Alors, voici ce que j'ai fait. Je vais commencer par Anaheim. J'ai identifié 3 joueurs premier trio, que ça soit... Il y a un peu de projection là-dedans. Ouais. Mais il y a quand même un mélange de ce que j'ai vu en personne la semaine dernière, les 3 matchs, et la projection. Je pense qu'on peut identifier les 3 facilement. Vas-y, toi. Ah, ben là, c'est Carson, oui, Seneke et Cutter Gauthier. Exactement. Alors, ça, j'ai 3 gars à côté premier trio. 3 points. Ouais. Troy Terry, 1.5. Pour moi, il est meilleur qu'un joueur de deuxième trio, mais il n'est pas un premier trio. 1.5. Les points, je les ai additionnés de toute façon, mais on est rendu à 4.5. Je vais retourner chez les centres, parce qu'il faut quand même identifier les centres et les alliés, c'est important. Mason McTavish, que souvent on perçoit comme un deuxième centre idéal. On en parlait dans les rumeurs d'échange. Pendant un premier temps, le premier centre. Oui, choisi 3e au total. Moi, McTavish, c'est un 2.5. Il est meilleur qu'un 3e trio, mais c'est pas un 2e trio. Il lui manque la vitesse, la vitesse puis la créativité pour être un vrai joueur super top 6. Donc, dans une équipe idéale, McTavish est 3e. Puis là, il est rendu 23-24 ans, là. Il est né il a été choisi en 2021, donc il a 22 ans. Mais tu vois dans son jeu qu'il est ce qu'il est. Ouais. Il est ce qu'il va être. Alors, bon joueur, mais un 2.5. Une bonne drop, pareil, là, de réputation. Michael Granlund, c'est un vétéran. Donc, on sait qu'il n'y en a plus pour très, très longtemps, mais il est encore très efficace. Lui encore, c'est pas un deuxième centre, selon moi, mais il est quand même meilleur que les troisièmes centres. Troisième centre, la moyenne des troisièmes centres dans l'NH, un autre 2.5. OK. On retourne aux ailiers maintenant. Et c'est là que ça se complique pour Tampa. Anaheim. Chris Kreider, Alex Killorn, puis Frank Vatrano, mais qui est blessé en ce moment.
Chris Kreider, pour moi, c'est un 3. Maintenant. Il joue sur le 2, c'est un 3, Chris Kreider. OK. Alex Skinhorn, maintenant, c'est un 4. Ouais. Il joue sur le 3. Frank Vatrano, il a eu des grosses saisons. Une coupe de grosses saisons, il a eu un gros contrat. C'est un 4, selon moi. Ah oui, un 4, hein? OK. Ouais. Et là, alors donc, on parle d'un top 6, d'un top 9, là, où il y a des joueurs qui ne sont pas dans la bonne chaise. OK. Il y a plusieurs joueurs qui ne sont pas dans la bonne chaise. T'es rendu à combien? Alors, ça a donné 20,5. OK. Oui. Du côté du Canadien, j'ai identifié 2 numéros 1. Là, j'ai peur. Là, j'ai peur. J'ai 2 numéros 1. Slav et Demidov. Suzuki, je l'ai à 1,5. OK, au moins. Oui, parce que je viens de le dire, pour moi, à 5 contre 5, c'est un 2. Ouais. Dans les autres situations, c'est un joueur élite. Donc, si tu fais... Tu sais, c'est important quand même de gagner des parties à 3 contre 3, égaliser à... Le jeu de puissance, qui est important aussi, il fait partie de la game. C'est un 1,5. Pag, je pense, dans les circonstances, on va C'est accepter acceptable. l'idée, là. Oui, Ouais. c'est un 1,5. Bon. Bon. Mais regarde, j'ai mis McTavish à 2,5. Tu sais, je veux dire, je suis quand même... bon. Caulfield, Caulfield, 2. Pour moi, c'est un deuxième trio, quand même. même s'il compte 40 buts. Il l'a pas fait encore, 40 buts, Mathias. Il l'a pas fait. Puis encore là, à 5 contre 5, Caulfield, je pourrais te ressortir les statistiques. On est quasiment dans le Suzuki. Alors, Caulfield, pour moi, c'est un 2. Idéalement, je pense que ça va être ça chez le Canadien. Regarde, déjà Caulfield, t'es d'accord avec moi? Il y a 3 attaquants meilleurs que lui à Montréal. Puis là, on rappelle qu'on est aussi dans la projection, là. Oui, on parce que projette aussi. Demidov à 22-23, là, ça va être... Bon, là, il y a des choses qui vont changer chez le Canadien. Ouais. Là, Kapanen est centre du deuxième trio. Je pense qu'éventuellement, ça ne sera pas le cas. Moi, je vais lui donner quelque chose à ce gars-là. Il se découvre, Oui. puis il dégaine. Oui. Pas à peu près. Ouais. Mais si tu as remarqué, les 13 buts, presque tous des buts identiques. Parce qu'il n'y a pas Un beau jeu de Demidov Ouais. et de Slav Ouais. ou de Slav. Là, il est tout seul, puis boum, il rentre. Parce qu'il n'y a pas Il un rentre. gros taux de possession pour un centre. Non. C'est ça l'affaire. Et c'est pour ça que je ne peux pas en faire un numéro 2. Mais c'est quoi? Je l'ai upgradé à 3. Ah, c'est plus un L. Ben, c'est plus un L, c'est plus un 4. la seule question que je me pose dans son cas, c'est que le jour où Kapanen va se retrouver avec des joueurs peut-être une coche en dessous de Slav et puis Demidov, est-ce qu'il va pouvoir faire le nombre de buts qu'il fait en ce moment? C'est lui, ça? 77. Ah, c'est C'est Dak. Kirby Doc. Il ressemblait à Kapanen de loin. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Alors, excuse-moi, je l'ai mis à 3 OK. pour le moment. C'est Mais très généreux de ta part. C'est généreux parce que j'ai hésité, j'ai failli mettre 3,5, mais j'y donne le fait qu'il dégaine. Bon. Mais- Free Kapanen. Mais- Kapanen. Mais il va falloir, lorsque les Hage Zarovski vont arriver, ou peut-être que le Canadien va faire des transactions, il va descendre dans l'organigramme. Est-ce qu'il va pouvoir maintenir sa production? Parce que, tu sais, il y a des gars, tu sais qu'il y a des Demidov, peu importe avec qui il joue, peu importe le nombre de minutes qu'il joue, il va produire. T'as ton titre. Hashtag Free Kapanen, point d'exclamation. Pour Kapanen, moi, le point d'interrogation que j'ai encore, c'est le jour où tu le mets, je ne sais pas moi, avec New Hook puis Bolduc. Ouais. Exemple. Est-ce qu'il va faire autant de buts? Ça, je ne suis pas sûr. Ah, c'est sûr. Ça, je suis pas Mais sûr. non. Ouais. Bon. Bolduc, tu vois, tu m'avais dit au début de l'année, je t'aurais dit 2,5. Ouais. Là, je suis plus à 3. Ouais. Parce que là, on parle de club champion. 3 limites, là. Ouais. Ouais, mais je pense que c'est un 3. OK. C'était pas une aberration ce que j'ai vu l'année passée. Là, je l'aimais Ouais. beaucoup, puis je pense pas qu'il aille tomber en bas de la falaise. Là. Alors, c'est un 3. Doc et New York, pour moi, sont des 3. OK. Hein? New York, on sait qu'il peut dépanner sur une 2. Mais pour moi, c'est un 3. Là, je parle toujours d'optique de club champion. Puis en santé, ouais. Ouais, c'est ça. Puis, écoute, Dano, Ouais. j'ai longuement hésité. C'est sûr que, tu sais, il ne sera pas à Montréal pour Milan, là. Alors, tu sais, des gars comme Doc, Dano, on ne sait pas combien de temps ils vont être à Montréal. Et éventuellement, ils vont être remplacés par Hage et Zarovski. Parce que l'équipe du Canadien est peut-être pas aussi formée que celle d'Anaheim. Anaheim, il ne faut pas oublier qu'il n'y a plus rien qui s'en vient. Ouais. Peut-être Roger McQueen à l'attaque, mais encore là, j'ai des doutes sur Roger McQueen. Donc, Dano, c'est un 3. Ouais. Fait que... C'est un carrier au centre. Ouais. Et alors, on arrive... T'aimes-tu mon idée? Carrier Voilà. au centre. Voilà. Et puis... On arrive à quoi, là? On arrive tous les deux à 20,5. Mais, voici ce qui arrive. La différence. C'est que Anaheim, tout le monde est arrivé. Ouais. Canadien, il en manque 2.
Donc, tu préfères le potentiel offensif du Canadien à celui des Ducks, ton équipe chérie? Pour le top 9, oui. Wow. Par contre, du côté de la défense, ça, c'est un autre paire de manches. Mais je te parle du côté top 9, puis le 4e trio, c'est un autre paire de manches. Okay. Parce que Anaheim, le 4e trio, ça brasse. Oui, mais on s'en fout du 4e. C'est toi qui nous dis sûr. Que le 4e trio, là, c'est pas important. Ben, c'est pour ça que je ne l'ai pas inclus. Parfait. Mais il reste quand même que le Canadien va falloir qu'il aille chercher des joueurs qui brassent. Mais je pense qu'éventuellement, quand tu approches quand tu te rapproches de la Coupe, c'est le genre d'échange qui est fait au mois de mars à la date limite des transactions. Puis ça, on ne peut pas le prévoir ce qui va arriver, mais c'est sûr que le Canadien, il va falloir qu'il se grossisse pour les séries pour entourer les joueurs qu'on vient de mentionner. Parce que Anaheim, ils sont gros. On se garde-tu, Age, pour le Serpent en Liberté? On va parler du junior en même temps. Oui, c'est parfait. Oui, parfait. Mais ça m'amène à penser, messieurs, Mise au jeu plus propose un pari, à savoir, est-ce que le Canadien sera du portrait des séries? Regarde, en début de saison, je pense qu'on l'avait fait. Et puis, toi et moi, je pense tous les trois, je pense qu'on avait dit oui. Je suis curieux de savoir c'est quoi la cote en ce moment. Pour le oui à 1,5 ou le non à 2,4. OK, 1,5. Je pense que oui, puis je suis plus sûr que je l'étais en début de saison. Ben, Parce que là, je regarde comment ça se dessine. Il y a des équipes qui ne rattraperont pas le Canadien. Puis le Canadien, à moins de perdre 8-9 matchs de suite, ne tombera pas au classement comme ça. Puis de la façon que Demidov et Slavkovski progressent, puis que les autres se maintiennent. Les blessures Oui. Les blessés vont revenir. Oui. Montembeau semble se retrouver, puis t'as Fowler. Mais c'était pas des gros blessés que le Canadien a eu. Ben, Goulet, quand il est en santé, il est important. Oui, mais il n'y a pas eu de gros blessés. Il n'y a pas eu de Demidov blessé, il n'y a pas eu de Suzuki, il n'y a pas eu de Slavkovski. C'est sûr. C'était pas des super gros blessés. Ça peut changer la donne. Mais Ni de Hudson. Ni de Hudson. Ouais. Alors, c'est ça. Fait que je te dirais, moi, la réponse est oui. Parfait. Deuxième bloc, Simon. Michael H. 4 passes contre la Finlande. Oui. 15 points en 7 matchs au championnat mondial junior. Là, 15 points. C'est un record de Shane Corson en 86. C'est un record d'il y a 40 ans. Ça a été l'attaquant numéro 1 du Canada. La question qui tue. Est-ce qu'on s'excite ou pas? Bien, oui, on peut s'emballer, mais pas nécessairement à cause du championnat mondial junior. OK. Parce que on aurait pu dire la même chose de Ryan Poehling, même si c'était pas le même pedigree, là, c'était pas des mêmes C'est 8 statistiques. points en 7 matchs. Ouais, c'est ça. Puis on aurait pu être découragé parce que Suzuki avait pas fait super belle figure, Caulfield non plus. Je repose ma question. Ouais. Michael H. Ouais. Est-ce qu'on peut s'exciter? Je pense pas qu'on peut le mettre au niveau de Demidov, mettons, ou de Slavkovski. Ben, non. OK, merci. Non. Mais on peut de plus en plus croire que ça va être un top 6 performant. Est-ce qu'il se rapproche d'un Caulfield, pareil, dans son propre style à lui, là? Ouais, dans son propre style. Moi j'aime mieux H que Caulfield. Ah, imagine. Ouais. J'aime mieux H que Caulfield, même s'il y en a un qui a fait ses preuves plus l'autre qui les a Pourquoi pas t'aimes mieux H que Caulfield? Ben, un joueur de centre qui est capable de marquer des buts puis faire des belles passes, je trouve que c'est plus important qu'un marqueur de 5 pieds 7. T'sais. Moi, il y a 2 jeux tantôt, puis je sais que c'est ton segment en liberté, mais si tu me permets. Ah ouais, vas-y. Il y a 2 passes là, contre la Finlande, là. 2 jeux qui m'ont montré des trucs différents dans sa palette, puis qui m'ont impressionné. Le premier, c'est les habiletés individuelles et la vision. Il était à 2 contre 1, côté opposé. Et là, il fait une feinte devant le défenseur de passer du côté fort. Il ramène la rondelle du revers. Le défenseur n'est plus là. Lui, il a déjà plongé pour bloquer la passe. Puis il passe du revers devant le but. Fait que ça m'a montré habileté individuelle, vision. La 4e passe, le Canada mène 5-3, puis là, ils ont hâte de marquer un 6e but. Tu as un défenseur finlandais qui est dans le coin de la patinoire. Edge s'en va en poursuite directement vers lui et freine. Il s'en va se coller le long de la bande, mais à distance au lieu d'aller le coller. Et le défenseur panique et essaie de dégager la rondelle du revers faiblement. Ouais.
il intercepte la rondelle à McKenna, McKenna à Age, à McKenna, et c'est le but. Ouais. Et là, ce que j'ai vu, sens de l'anticipation. Ouais. Et tu le sais comment moi, cette qualité-là du sens de l'anticipation, c'est important. Le premier but que tu as décrit, il a fait un jeu quasi identique en prolongation avec Will Horkoff quand j'étais allé le voir cet automne. Okay. Alors, c'est un jeu qui c'est probablement dans son sac de trucs. Est-ce que c'est le genre de tournoi qui le replace dans la comparaison avec Zarovski un peu plus à son niveau? Puisque, à mon avis, je pense que dans la discussion, vous aimiez un peu mieux Zarovski avant les fêtes. Ben, un tournoi junior, quand le joueur a 19 ans, habituellement, ça ne change pas bien, mon avis. J'ai encore Zarovski devant Age dans ma liste d'espoirs du Canadien. Oui. Ce qui n'est pas peu dire, là, ça veut dire que c'est très encourageant. C'est ça le point. Ouais. Puis, écoute, à moins d'une surprise de taille, il va être là en fin de saison. Oui. Fait qu'on va voir comment il va s'adapter à la Ligue nationale, évidemment. Est-ce qu'on va le faire jouer en série comme on a fait avec Demidov l'an passé, peut-être, sur un troisième trio, j'imagine? Ça serait bon qu'il y ait quelques matchs d'expérience cette année. Parce que si Michigan se rend en finale, ou en tout cas au Frozen Four, en demi-finale, il ne restera pas grand match aux Canadiens. Ouais. Fait qu'il faudrait qu'il soit éliminé avant, mais c'est une des meilleures équipes au pays. Puis là, on vient de dire qu'il faisait les séries. Fait que... Oui, c'est ça. Je te laisse aller. Oui. Sur le championnat junior, il y a des joueurs admissibles au repêchage cette année. Ivar Stenberg, que moi, j'ai classé numéro 1. C'est toujours mon numéro 1. Après le tournoi, ben là, il reste la finale. Oui, c'est sûr, il reste la finale au moment où on enregistre. Je pense qu'en demi-finale, il a vraiment été très bon. En début de tournoi, ça a été comme ci, comme ça. Encore là, c'est un tournoi où j'en prends puis j'en laisse parce que les joueurs ne sont pas dans leur habitat naturel. J'aime mieux les voir évoluer dans leur équipe. Un gars comme Viggo Björk de la Suède a été probablement leur meilleur attaquant là, avec Frandel. Tu vois, Viggo Björk, c'est un gars qui était classé dans le top 10. Mais étant donné que c'est un joueur de 5 pieds 9, il avait baissé un petit peu dans les classements. Là, je pense qu'une performance comme ça va peut-être le faire remonter. Je ne sais pas où est-ce que je vais le mettre, mais c'est sûr qu'il est super talentueux. Du côté de la Finlande et des espoirs du Canadien, Atos Koivu a été laissé dans les estrades 2 matchs. Alors, c'est pas surprenant. De ce côté-là, bon... T'es-tu malade ou c'est pas non, trop... non. C'est qu'il y a eu des revirements. Mais il y a eu une couple de revirements. C'est pas lui qui a eu le rhume, là. C'est d'autres. Parce qu'il disait qu'il y avait un virus qui avait couru. Mais... Non, mais lui, cela dit... il a très mal joué. Ouais. Il a causé deux revirements qui ont mené à des buts. Alors, on l'a laissé dans les estrades. Puis, bon, enfin, alors pour moi, à un moment donné, il va falloir commencer à arrêter d'en parler, là, parce que je pense que Koivu, il n'est pas un facteur. Mais c'est toi qui en parles. Hein? Oui. Non, mais il faut... on renseigne... moi, je ne suis pas moi qui en a parlé. Les auditeurs, là, parce qu'il y en a qui pensaient... Puis même moi, je me disais, peut-être qu'à 19 ans, il pourrait être bon, il pourrait cartonner, faire Toi, t'as dit ça? T'as jamais dit ça? Même dans tes rêves, t'as pas dit ça? Non, j'avais dit ça dans mon podcast en anglais. J'ai dit, on sait jamais. Il s'en permet en anglais, hein? Oui. J'ai dit, on sait jamais, tu sais. Aïe, t'es bien... Il y a deux serpents. Mais là, vraiment, le dossier moi, ce que je veux savoir, même si t'es en liberté, là, mais tu vas sûrement y arriver, je comprends pas que t'es pas encore rendu là. Ouais. Mais McKenna, as-tu gagné des points? Non, mais il n'en aurait pas nécessairement perdu. Mais pour moi, j'ai vu le McKenna des derniers mois. Un McKenna qui va avoir des bons flashs parce qu'il est très habile. Mais c'est un McKenna qui a... Il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas plusieurs couches dans son jeu, ce gars-là. Alors pour moi, en ce moment, il était numéro 3 avant le tournoi. Il est resté numéro 3. Ce qui est bien. Oui, c'est ça. Ce qui est bien, c'est juste que les attentes doivent... Et je crois qu'elles ont diminué dans son cas. Là, on ne parle plus de joueur générationnel, on ne parle plus de Celebrini, on ne parle plus de Connor Bedard. Là, on parle d'un joueur qu'on se dit, écoute, probablement un très bon joueur offensif. OK, quand même, qui va réussir. Numéro 3, c'est quand même pas... mais tu vois, Ken Johnson a été numéro 5, puis il avait un peu le même gabarit, le même style. C'est ça. Non, je viens juste de penser à ça. Là. Non, regarde, tout est sur la table, comme on dit. Dans le cas de McKenna, c'est plus... la valeur sûre superstar qui était l'année passée à ce temps-ci. On est-tu trop difficile parce que ça reste quand même un des meilleurs marqueurs du tournoi, pareil, à 17 ans, là? Ouais, mais il y a eu bien des points contre un club faible, si tu te souviens. Puis, regarde, il faut que tu regardes l'ensemble de l'œuvre cette année à Penn State. Puis moi, je le répète, j'avais commencé à avoir des doutes en Coupe Memorial l'an dernier en regardant comment il jouait. C'était pas les résultats, pour moi, c'était le comment. Puis le comment a commencé à me gosser. Quand le comment commence à te gosser, là, ouais. Ça gosse. Ça gosse, oui.
La semaine passée, je suis allé voir Sharks, Lightning et Wild contre Anaheim en personne. Du côté des Sharks, Macklin Celebrini, ils ont gagné, malgré le fait qu'ils ont été complètement dominés par les Ducks. Macklin Celebrini a un but de passe. Il y a deux équipes, les Sharks. Quand Celebrini est sur la glace et quand Celebrini est sur le banc. Et ce sont deux équipes. Sans Celebrini, le club est encore atroce. Avec Celebrini, il bataille pour une place en série. Moi, je crois que Mike Grier ne doit pas se laisser leurrer par ça. Et s'il est capable de vendre des actifs, admettons qu'il est à 4 ou 5 points des séries rendus au mois de mars, s'il est capable de vendre des actifs, pour aller des joueurs, pour aller chercher d'autres actifs qui vont pouvoir échanger au moment où les Sharks peut-être seront des prétendants à la Coupe, qu'il le fasse. Le club est encore plein de trous. Là, parlant des Sharks, là, oui. J'espère oui. que Michael Misa était blessé. J'espère. Michael Misa a été pratiquement invisible dans le tournoi. Tu sais... Deuxième choix total. Oui, je l'ai dit souvent, là, Mathias. Là, il a été blessé, Misa, pendant l'année. Mais il reste quand même que... J'aime pas ça quand on garde un joueur à 18 ans, puis qu'après ça, il joue pas, il joue 8 minutes, s'en va dans la Ligue américaine. 2 games, on l'envoie aux juniors, on le rappelle. Je sais pas ce qu'ils vont faire, je sais pas s'ils vont le retourner aux juniors cette semaine. Ils devraient. Mais là, ils doivent prendre une décision. Ou Misa joue, ou Misa joue pas. Puis là, je pense que Mike Grier, lui, se dit, ben là, on bataille pour les séries. Est-ce qu'on risque de faire jouer Misa? Mais Misa, il a pas mal joué quand il était à San Jose. Mais là, je pense que là, tout le monde a peur. Là. Tout le monde marche sur des œufs. Hey, gaspillez-moi pas un deuxième choix comme ça. Ouais. Puis, j'aime pas du tout la façon dont ça s'est passé pour Misa. Il y a une chose qui est pas de la faute de personne, c'est sa blessure. Mais j'aime pas la gestion qu'on fait de lui. Bon. Fait que ça, c'est à voir. Will Smith n'était pas là en passant quand tu es allé voir jouer. Les Sharks, il est toujours blessé. Puis ça paraît que Pac marche sur des œufs parce que ça aurait été un bon moment d'insérer un jeu de mots là. Moi, je vous fais une mise à jour là-dessus. Ah. Okay. Donc, il faut que j'y ouvre la porte. Dernier point sur les Sharks. Alexandre Wenberg signé pour 3 fois 6 millions en fin de semaine. 3 ans, 6 millions. 18 millions. Ouais. Alex Wenberg est en ce moment le deuxième centre des Sharks. Il est le deuxième centre des Sharks par défaut. Je ne déteste pas Alex Wenberg comme joueur. C'est un joueur honnête qui apporte quand même un peu quelque chose à l'équipe. Et moi, je l'aurais très bien vu comme un troisième centre. Et c'est ce qui va être éventuellement, que ce soit Will Smith ou Misa qui joue deuxième. Alors moi, ma question pour vous deux, est-ce que c'est moi qui est en retard dans les nouvelles ou qui vit encore dans le passé comme les vieux bonhommes qui disent ben, dans mon temps, le coke coûtait 25 cents? Vieux bonhomme. Vieux bonhomme? Mais 6 millions pour un joueur, un troisième centre, c'est rendu la norme? 6 millions et le nouveau 3.5. Le nouveau 3.5, Oui. on dirait. Ouais. En tout cas, il va falloir que je sûr, regarde les pourcentages. L'échelle des là, valeurs a changé. parce que là, 6 millions pour Wenberg, puis là, il y en a beaucoup. Mais j'ai vu quand même des vieilles croûtes comme moi, probablement sur les réseaux sociaux, qui ont dit ça n'a aucun sens de donner 6 millions à Wenberg, mais il y en a d'autres qui disaient, comme toi, ben, c'est la nouvelle échelle. Puis c'est fou parce que tu regardes Suzuki, Caulfield, Slavkovski, c'est à 7 points quelque. 8. Là. Ben oui, parce que les contrats ont été signés à une autre C'est époque. fou pareil. Déjà, mais déjà. Mais je serais curieux, là, dans 3 ans, là, mettons, dans l'extension commence l'année prochaine, je serais curieux, mettons, à la deuxième année de contrat de Wenberg, d'aller voir le plafond salarial où il va être rendu, le pourcentage que ça donne par rapport au contrat, mettons, signé par des troisième centres il y a quelques années, qui, à l'époque, valait 4 millions. C'est là que tu vois que la masse salariale du Canadien est vraiment intéressante avec les signatures à long terme. Là. Oui, exactement. Parce que là, ce qu'on disait souvent, quand les équipes de baseball ont commencé à gérer comme ça, je me souviens avec les Indiens de Cleveland des années 90, ils ont commencé à signer des joueurs à long terme. Et ce qu'on disait à ce moment-là, le DG John Hart disait, on a la certitude des coûts. Ouais. Alors oui, tu risques un peu en donnant 7,8 à Slavkovski pour 8 ans parce que tu ne sais pas s'il va devenir bon, mais tu as la certitude au moins que Slavkovski va te coûter 7,8. Hey, t'amènes là, Brad Treliving puis Stan Bowman à Montréal en ce moment. Là, c'est le Noël des plombiers. Eh mon Dieu, oui. Eh mon Dieu, oui. Dans les deux autres équipes que j'ai vues, le Lightning, on va passer rapidement parce que le Lightning, c'est une équipe bien connue ici. Regarde, c'est une équipe qui est aguerrie. Ils sont sur le cruise control. Bon, je comprends toujours pas la sélection d'Anthony Cirelli aux Jeux olympiques, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Ils sont gros.
Je regardais les joueurs pendant la Ligue nationale. Éric Cernak, là. Ah, il est gros, lui. C'est vraiment, là, il fait peur. Darren Radish, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit ça pendant les fêtes. Oui, là, il y a un point par match quasiment. Mathieu, ça sort d'où, ça? Je l'ai observé. J'étais dans le coin, puis Tampa attaquait 2 fois. C'est-à-dire, Anaheim attaquait 2 fois, donc je voyais le déploiement du jeu de Tampa. Radish, je te dirais, on dirait qu'il a pris confiance en lui, mais là, c'est la poule et l'œuf. Est-ce que Radish a plus de glace parce qu'il est bon? Ou il est bon parce qu'il a plus de glace? Mais il a pris confiance en lui. Incroyable. Il transporte la rondelle. Garde. C'est un choix de quoi, ça? Il est loin, lui, là. Oui, c'est pas un... Regarde, c'est pas un top, là. Je suis pas en train de le canoniser. Je suis pas en train de te dire qu'il va finir sa carrière sur cette lancée-là. Mais, il est bon. Il est bon, Radish. Il est bon. Ouais. Il est pas top, mais il est bon. Finalement, le Wild, vendredi soir, qui ont complètement déclassé le Anaheim. Regarde, Quinn Hughes, 3 points. Quinn Hughes, 1 chiffre sur 2. Contrôle le jeu. Moi, il a coché presque toutes mes cases. Ouais, ben il me manque une demi-finale, moi. Moi aussi, il me manque une demi-finale. Est-ce qu'il va l'avoir avec Minnesota? Je ne sais pas, mais je pense que déjà contre Dallas, on va voir de quel bois il chauffe, parce que là, lui, il a été acquis pour que Minnesota passe à l'échelon supérieur. Si Quinn Hughes ne livre pas la marchandise contre Dallas en première ronde, ils peuvent perdre dans ces matchs, puis Quinn Hughes est excellent. Mais si Quinn Hughes est effacé, puis qu'il se fait rentrer dedans, puis qu'il est tout le temps sur le derrière, puis à ce moment-là, la case n'est toujours pas cochée, puis Quinn Hughes, il a quand même 26 ans. Bon. Mais on parle de la saison régulière, de ce que j'ai vu, Quinn Hughes contrôle le jeu. Kaprizov, je te dirais, ça, c'est un autre joueur. Avantage numérique, il est triple élite, 5 contre 5, il est excellent. Fait que tu vois, il y a quand même un écart entre le Kaprizov à 5 contre 5 et le Kaprizov en avantage numérique. On ne parlera pas d'échange aujourd'hui. Laisse-moi tranquille. Fait que là, alors Minnesota, qu'est-ce qu'il leur manque? Je pense qu'il leur manque encore du punch à l'attaque. Au centre, hein? Oui, Matthew Boldy, c'est bien, là. Mais, c'est fort. C'est fort. Ouais, c'est fort, mais c'est ça, c'est à l'aile. Regarde, ils ont des bons joueurs de soutien, mais je pense que Bill Guérin, s'il veut vraiment aller au bout de son travail, parce que là, il a déjà hypothéqué beaucoup l'avenir du Wild avec ce qu'il a échangé. Je pense qu'il y a 2 ans de Quinn Hughes assurés, là, un an et demi de Quinn Hughes assuré. S'il ne le re-signe pas, il doit aller chercher du renfort à l'attaque. Mais le Wild, 3e meilleure équipe au classement général, mais 3e dans sa division, va probablement faire face à Dallas en première ronde. S'ils les battent, probablement faire face à Colorado en 2e ronde. Situation très difficile, mais pour la première fois, je te dirais, depuis qu'ils existent, le Wild est une équipe intéressante à avoir joué. Parce qu'en fait de spectacle, on n'a pas été gâtés de ce côté-là depuis le début de leur existence sous la forme qu'on connaît déjà. Alors, c'est tout pour le Serpent Liberté. Avant, j'ai une question importante. Ton micro, es-tu correct? Il me semble qu'elle est loin de ta bouche. Mon micro est correct, d'après ce que notre producteur nous a dit. Es-tu rendu à notre joueur? On est rendu à notre joueur du passé. Joueur québécois, né en 1969, né à Rouyn-Noranda, Pierre Turgeon. Alors, Pierre Turgeon, qui était une grande vedette du hockey mineur, il s'est venu jouer à Montréal dans le Midget 3A en 1984, à l'âge de 15 ans. Et à l'époque, les joueurs de 15 ans dans la Ligue Midget 3A étaient très rares. Tous les joueurs avaient 16 ans d'habitude. Et Turgeon était une exception et 101 points en 41 matchs. Et là, à cette époque-là, ça vous donne une idée, là. À cette époque-là, est-ce que son frère était déjà dans la Ligue nationale? Son frère était déjà dans la Ligue nationale. Son frère était arrivé en 83 avec les Whalers d'Hartford. Ouais. Il avait été choisi 2e au total. Et puis, Pierre était, à ce moment-là, considéré beaucoup meilleur que Sylvain. Puis même si Sylvain avait été une grande vedette du hockey junior, Pierre Turgeon... tu vois, il était 3-4 ans plus jeune que Mario Lemieux, mais sans dire que c'était un Lemieux, on se disait la perpétuité des joueurs francophones, vedettes, se poursuit. Il te faisait triper, là. Bon. Non? Voici. Oh! Non, c'est ça.
je suis curieux. Ben, c'est ça. Moi, je dis... Puis, tu sais, rendu 45 ans plus tard, que j'ai eu raison ou que j'ai eu tort, ça n'a pas ben d'importance. L'important, c'est que je sois honnête avec moi-même et avec toi, Pag, et les auditeurs. C'est toi qui as choisi le joueur en plus. Oui, je choisis toujours le joueur. Alors, moi, je m'en vais le voir dans mes G3A. Moi, je trouve... Écoute, il y avait des mains, là. Ouais. Les feintes qu'il faisait en échappée, on était vraiment quasiment dans le calibre de Lemieux. Ouais. Mais, de par son physique et son style, c'était pas le joueur le plus dynamique, je te dirais. Ouais. Mais Mario Lemieux non plus, tant qu'à y être. Tu sais, Mario Lemieux, il ralentissait le jeu. non plus. Ah, là, Nick Suzuki dans les mêmes phrases que Mario Lemieux. Vous êtes, non, vous êtes sautés, les gars. Bon. Il n'a rien dit, lui. Nick Suzuki, 125e à 5 contre 5. Bon. Puis, force-moi pas à le répéter puis à le suivre à chaque semaine parce que une résolution du jour de l'an que j'ai prise, c'était de ne plus essayer de justifier mon opinion sur Nick Suzuki. Je l'ai fait aujourd'hui avec des statistiques, puis ça finit là. Puis à partir de ce moment-là, ben c'est ça. Le dossier, il est clos pour moi. 120e à 5 contre 5, je l'ai coté 1,5. C'est très, très bien. Puis là, il y a des joueurs chez le Canadien qui sont en train de le dépasser. Puis c'est tant mieux pour le Canadien. Bon. Pierre Turgeon. Alors, on revient à Pierre Turgeon. 85-86 à l'âge de 16 ans, 114 points à Granby. Écoute, c'est fou, là. Oui, puis même pour l'époque où il se marquait beaucoup de points, c'était beaucoup de points pour un joueur de 16 ans. 86-87, son année de repêchage en seulement 58 matchs, 154 points. Wow. Alors là, la réputation de Pierre Turgeon comme une des futures grandes vedettes de la Ligue nationale est toujours bien en vue. Il n'a pas chuté comme Gavin McKenna. Mais est-ce qu'il est numéro 1 sur ta liste? Oui, il est numéro 1 sur ma liste. C'était l'année de Brendan Shanahan. Curieusement, Brendan Shanahan, éventuellement, a compté plus de buts que Pierre Turgeon en carrière, mais c'est parce que sa carrière était plus longue. Et elle a été plus constante, je te dirais. Mais moi, à l'époque, oui, écoute, je l'aimais Pierre Turgeon, mais je n'étais pas sûr si c'était... Je voyais pas nécessairement un gars de 6, 7, 800 buts, comme certains le disaient. Je voyais pas Mario Lemieux, je voyais pas Guy Lafleur. En fait, je voyais pas mal ce qui est devenu. Ce qui est très bien. Premier choix total. Oui, premier choix total. On a déjà vu ça, des frères, un frère premier au total, puis... Un frère deuxième. 3-4 années plus tôt, le frère est deuxième. 1 et 2, là, les parents doivent être fiers en tabarnak. Les jumeaux Sedin. J'ai vu ça dans les jumeaux Sedin. Ben, 2 et 3. Oui, 2 et 3. J'ai vu ça dans d'autres sports, là, mais il faudrait rechercher. Et là, il est arrivé à Buffalo, puis 42 points à 18 ans. Pas beaucoup, hein. Surtout à l'époque où il se comptait beaucoup de points. Et là, on commence à crier au flop. C'est commencé, Mathias. Il n'y a pas de réseaux sociaux. Ouais. Mais... 8 points de plus que Kotkaniemi à 18 ans. Là. Voilà. On commence à crier au flop. Et là, tranquillement, pas vite, Turgeon s'améliore, mais pas assez vite au goût des partisans puis des amateurs de hockey qui voyaient la future grande vedette. Autrement dit, il n'avait pas pris la tangente Mario Lemieux, loin de là. Et là, 4 ans plus tard, à l'âge de 22 ans, il est échangé aux Islanders de New York en retour de Pat Lafontaine. Ça, c'est un des gros échanges de l'histoire du hockey parce que c'était un gars de 25 ans contre un gars de 22 ans, deux vedettes, deux top 3. Ouais. Puis finalement, on se dit, est-ce qu'on s'échangeait des problèmes? Je pense pas qu'on s'échangeait des problèmes. Cependant, ce qui est arrivé à cet échange-là, Pat Lafontaine voulait un nouveau contrat à New York. Et il avait dit, je ne signe pas si l'équipe n'est pas vendue. Et là, il a fait un peu la grève. Et Buffalo, c'est pas nécessaire qu'il vous laisse départir de Turgeon, mais il faut que tu donnes quelque chose pour avoir quelque chose. Mais il voyait en Lafontaine quelque chose de solide. Une des raisons était Alexandre Mogilny, une fusée, venait d'arriver à Buffalo et Turgeon était un joueur plus qui ralentissait le jeu. Imaginez plus un Evgeny Malkin. Ouais. Et on voulait un autre joueur rapide avec lui. Alors là, on se disait, Pat Lafontaine avec Alexandre Mogilny, ça va faire des flamèches. Et ça en a fait pendant un certain temps. Alors Turgeon, lui, se retrouve à New York Islanders. En 92-93, il obtient sa meilleure saison en carrière, 132 points. Quand même. Il faut cependant mettre un astérisque. La saison 92-93 est probablement la saison dans l'histoire du hockey où il s'est marqué le plus de buts. Okay.
Timo Selänne avait été la recrue de l'année avec 76 buts, Ouais. un record qui ne sera jamais battu. Et là, Un record? 76 buts pour une recrue Ah, pour une recrue, Pour une excuse-moi. recrue. Ouais. qui ne Il sera était un jamais petit battue. peu plus vieux, là, mais Il y avait 22, mais c'était une recrue. c'est sûr. Puis là, il se retrouve finalement échangé aux Canadiens. Pour, Oui, tu te rappelles, Kirk Muller Kirk Muller et Mathieu Schneider et Mathieu Schneider. pour Turgeon et Malahoff. Voilà. Et là, il joue seulement 104 matchs à Montréal. Une portion de la saison 94-95, date limite des transactions. La saison 95-96 au complet, alors qu'on a changé de garde. Serge Chavard remplacé par Régent Houle et Jacques Demers remplacé par Mario Tremblay. Ferme le forum. Ferme Ouvre le centre. forum Moi, c'était comme mon capitaine. époque quand je Il était couvrais le capitaine, hein? Canadien. Il était capitaine. Oui. Ouvre le centre Molson à l'époque. Oui. Meilleur ami de Patrick Roy. Oui. Même agent qu'ils avaient eu à l'époque, par Alors, Pierre qu'est-ce qui Lacroix. arrive après que Roy soit échangé? Ben, saison 96-97 commence. Finalement, Pierre Turgeon, bye-bye, est échangé aux Blues de Saint-Louis et on rapatrie Shane Corson, qui était l'ombre de lui-même. Et là, tu connais l'histoire. Mike Keenan, qui est directeur général des Blues de Saint-Louis, appelle Serge Chavard. Puis il dit, Serge, Ouais. écoute, explique-moi, c'est quoi le problème avec Pierre Turgeon? Il dit, 96 points à Montréal en passant. 96 points. Ouais, Il dit, as-tu... Il était bon, là. as-tu été avec, tu sais, as-tu donné une gifle à un de ses coéquipiers? Es-tu sa drogue? Ça va dire non, écoute, puis tous ceux qui connaissent Pierre Turgeon, Ben oui, là, c'est ben gentil, là. Ben oui. Il est fin, là. Ben oui. Puis il est droit. Oui. Keenan, là, Savard, il dit non, écoute, tout va bien. Pourquoi? Ben, il dit le Canadien vient de m'offrir Turgeon pour Shane Corson. Serge Chavard a accroché, puis il a confié après. Il dit j'ai pas dormi de la nuit. C'est le gars qui avait amené à Montréal un de ses meilleurs échanges Ben en oui. carrière, Ben oui. qui a été échangé pour Shane Corson. Mais Mario Tremblay, non seulement c'était l'ami de Roy, Mario Tremblay voulait un club plus tough. Oui. Et et comme les Nordiques qui avaient été changés, Matt Sundin pour Wendell Clark. exact. Tu sais, il y avait un peu de ça. Puis ensuite, Pierre Turgeon a joué quelques années à Saint-Louis, Dallas. Il a terminé sa carrière à 37 ans en 2007 au Colorado. Et il a fini sa carrière avec 515 buts, 812 passes, Wow. 1327 points en 1294 matchs. Alors, tu vois, fou, hein? un seul trophée, le trophée Lady Byng en 93, environ un point par match. Puis tu vois, c'est ça que je voyais, moi, un point par match. Mais il y en a qui voyaient beaucoup de saisons de 100 points pour Ouais. ce gars-là. Alors, je pense qu'à ce moment-là, les petites réserves que j'avais sur son degré, on appelle ça en anglais superstardom, là, Ouais. le superstarité, là, appelle ça comme tu voudras. Moi, j'invente des mots, toi, tu fais des jeux de mots. Je pense que j'avais raison. Mais c'est quand même une brillante carrière. Est-ce qu'il est au temple de la Même renommée? si, Est-ce qu'il est au temple de la non, renommée? je sais pas. Hein. Je sais pas, On va hein? chercher. Là, tu me prends brûle pour Ouais. point. Là. Ouais, ouais, mais moi tu sais, aussi, même moi, si moi, c'est je un m'en joueur souviens de pas, finesse, oui. c'est un compétiteur. Oui. Lui, c'est un compétiteur. Puis il était. Ceux qui veulent aller sur YouTube, tapez Dale Hunter, justement, Ah le ouais, coach qui l'a canadien. blessé. Tapez Ouais. Dale Hunter Pierre Turgeon. Vous allez voir quelque chose d'assez dégueulasse. Ouais. Donc, Turgeon a été introduit en Ouais, sûrement. 2023. Intronisé. Intronisé en Intronisé. 2023. Parce que si tu l'introduis dans le temple, il faut que la porte soit ouverte. Hein, parce que Il a été assistant coach, je pense, il y a quelques années pour les Kings. Ouais. Pas pas longtemps. Ouais. Pas longtemps. Et un événement très malheureux dans Ouais, sa vie. sa fille. Sa fille, en 2010, Elisabeth, de 18 ans, qui était une joueuse de hockey, qui a été tuée dans un accident à Ottawa. Puis, tu vois, je l'ai interviewé il y a quelques années, Oui. quand il était revenu ici, à Montréal. Puis, j'avais dit, est-ce que je peux te parler de... Puis, il était content d'en parler, justement, pour garder Le souvenir. le souvenir, Ouais. puis qu'on se rappelle de sa fille. Oui. Fait que ça avait été une bonne entrevue. Ouais, ça m'avait beaucoup. Quand j'avais vu ça, Ouais. cet événement-là, Ah non, je me c'est disais, épouvantable, comment ouais. j'ai pas d'enfant, là, mais Ouais. j'imagine Ah comment non, il a pu sentir. épouvantable. Bon. Épouvantable. Alors, c'est ça. Fait que c'était Ok. mon joueur de la semaine. Petit complément d'information Ouais. sur Darren Radish, undrafted. Oui, Ah, c'est jamais vrai. repêché. Hein? Ouais. C'est vrai, jamais repêché. Hey, juste finir, là, ça sort d'où ce chandail-là? Ça, c'est à part la couleur, ça, là? c'est un cadeau de fête que ma blonde m'a acheté. Ah oui? Oui. Cette année? Ben oui, on a acheté, Là, ça, là. on a acheté ça à Disney. Il y avait un magasin de chandails de sport. Mais pourtant, vous n'étiez pas à Seattle. Non, mais
Garde la couleur. C'est ma couleur. C'est mes couleurs, ça. C'est la couleur du... écoute, ça moi, j'ai cherché partout à Montréal les chandails de... Mais je sais, Mathias, que les Sounders de Seattle, ça va être un adversaire de ton fils, éventuellement, dans la MLS. J'ai cherché. Alors, écoute, tu m'en voudras pas de mettre un chandail ennemi. Bon, ben écoute, on verra. J'ai cherché des chandails de Nashville partout à Montréal. Sur Saint-Laurent, là, il y a un magasin de soccer. Non, là, Evangelista, je suis allé voir, puis il n'y en avait pas. Il va falloir que tu ailles sur MLS Shop. Fait que là, je peux... MLS Shop, pour Nashville. La semaine prochaine, je vais pouvoir chercher des choses. Je peux pas vous les dire tout de suite, mais je vais pouvoir vous les dire la semaine prochaine. Aux boys de plein axe, là, ils vont t'arranger ça. Non, mais par rapport au petit gars qui a été repêché à Nashville, la semaine prochaine. Ouais. Good. Simon, on est rendu à ton équipe de la semaine? L'Avalanche du Colorado. C'est quand même surprenant qu'elle soit si loin dans... Éliminée en première ronde. Oui. L'année dernière, mais cette année est vraiment un rouleau compresseur. Au moment d'en rajouter 3 défaites, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, mais ils sont en voie de connaître la meilleure saison de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Ça va peut-être slacker un petit peu en deuxième moitié. Mais à date, comme première moitié de saison, si on fait une règle de 3, ça donne... on est quasiment à 140 points. Avec 2 gardiens boudés par l'équipe canadienne. Oui. Wedgwood et Blackwood. Ça, j'en reviens pas. Oui, moi, j'aurais pris au moins un des deux. Blackwood, certainement, qui a un bon pedigree quand même. Wedgwood qui a tenu le fort pendant l'absence de Blackwood. Mais, regarde, c'est une équipe... Tu sais, Colorado, ils ont gagné la Coupe en 2022. Ils avaient une très belle équipe. Mais souvent, ce qu'on pouvait leur reprocher, c'était peut-être un manque de papier sablé chez les joueurs de soutien. Et puis, là, on a laissé faire la fantaisie. On s'est bâti un top 6 solide, autant physiquement que du côté talent. Le retour de Landeskog, quand même, qui aide beaucoup. Là, il a été blessé en fin de semaine. On va voir ce qui va arriver. Écoute, c'est incroyable pour un gars qui n'a pas joué pendant 3 ans, à quel point il est utile. C'est une équipe qui est bâtie, qui est presque parfaite, dans le sens qu'il y a de tout sur tous les trios. Et ces gars-là sont encore sous contrat pour plusieurs années et ils sont quand même pas si vieux que ça. McKinnon et Shushkin ont 30 ans. Mais je pense qu'ils ont encore bon 3-4 ans dans le corps. Puis, tu sais, on a ajouté des joueurs de soutien comme Ross Colton, Jack Drury, Gavin Brindley, Parker Kelly. Tu sais, c'est tous des gars, ça paraît pas, mais quand tu veux gagner la Coupe, que tu veux te rendre loin, tu as besoin de ça. Puis, ils l'ont finalement compris. Puis, à la défense, il y a le vénérable Brent Burns pour 1 million. Qui fait quand même assez belle figure. Et c'est sûr qu'ils ont le meilleur défenseur de la Ligue en Cale Makar et cette année, le meilleur attaquant en Nathan MacKinnon. Un duo de défenseurs incroyable, Makar-Taves. Les gardiens de but font le travail. Josh Manson pour la robustesse. Samuel Girard, qui est un petit peu plus bas dans l'organigramme, mais qui... Malinsky. Également, sur un joueur surprenant. Rappelle-toi, l'an dernier, on disait l'échange de Rantanen un désastre. Non. Là, tu savais pas, Nekash, tu disais il reste 1 an. Rantanen élimine l'Avalanche au premier tour avec ses points. Là, tu te dis, ça va... On pensait que l'Avalanche, ça s'en allait, ça descendait, là. Puis Nekash, qu'on a re-signé. Oui, à long terme. Oui, on lui a donné finalement à peu près ce que Rantanen a eu. Oui. Mais Nekash, vraiment... on aurait dit que c'était un gars qui était dormant en Caroline. Puis, tu sais... Ça dort beaucoup en Caroline. Moi, il me laissait toujours sur mon appétit. Je me disais, il a du talent, mais comment ça qu'il n'est pas meilleur que ça? Il n'est pas meilleur que ça. Bon, là, c'est sûr que ça ne nuit pas à jouer avec McKinnon, mais il en demeure pas moins que Nekash va peut-être même être plus utile que Rantanen à long terme. Parce que Rantanen, moi, ce que j'ai toujours reproché, c'était il y a des gros moments de paresse sur la glace. Alors, oui, il y a des moments où il est dominant, mais tu ne sais jamais quel Rantanen va se pointer. Fait que, regarde, pour cette année, en début de saison, tu te rappelles, Mathias, c'était mon choix pour gagner la Coupe. C'est pas fini. Ils ont Dallas à passer au travers, au Minnesota. Il va y avoir une équipe dans l'Ouest. Regarde, il n'y a rien gagné encore. Est-ce que ça peut être le début d'une séquence pour Colorado? Ça, honnêtement, je ne sais pas. OK. Ça, honnêtement, je ne sais pas. Mais pour le moment, c'est une année de rêve qui, d'après moi, va se poursuivre parce que eux, quand ils gagnent. Ils gagnent 5-1, ils peuvent gagner 2-0.
Ils sont vraiment dominants. Les Islanders les ont battus dernièrement, puis on était tous, oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Puis il n'y a plus rien qui rentre là, chez les jeunes. Là. Voilà, en terminant, c'est ça. Il n'y a plus grand-chose qui rentre chez les jeunes. Tu sais, il y a eu des choix de fin première, là, comme Gouliaïev, mais on a échangé beaucoup de choix. Fait que Colorado, ils ont l'équipe qu'ils ont pour les 4-5 prochaines années. Est-ce que ça va donner des coupes? Je ne sais pas. Est-ce que ça va en donner une? D'après moi, cette année, c'est leur année. Bon. Si tu me permets, on va enchaîner avec les questions. Oui. Les auditeurs, les 3 questions hebdomadaires. On commence avec Rahal Abdul. Question pour Simon. Lane Hutson doit jouer en demi-finale contre les Panthers de la Floride pour être dans ton top 5. Cutter, Gauthier et Cooley ont fait quoi en séries éliminatoires pour être dans ton top 3? Rien. Hutson est parti pour une saison de 70 points et plus, quasiment 80 points. Il était meilleur marqueur de son équipe en série avec 5 points contre une grosse équipe comme Washington. C'est ton ego personnel qui t'empêche de mettre Hutson dans le top 3 pour le repêchage 2022. Et je rappelle que c'est Simon qui choisit les questions. Ben oui, je l'ai choisi, je me cache pas. Regarde, les re-repêchages, comme on appelle, ça fluctue. Moi, j'ai pas l'habitude de faire ça. Les re-repêchages? Les re-repêchages. Okay, les re-repêchages. Les redrafts, là. Bon, les re-repêchages. Moi, j'ai pas l'habitude de refaire ça après 3 ans. Même, idéalement, je le ferais à la fin de la carrière de tout le monde, mais ça, à un moment donné, ça vient plate. Là, ça fait 3 ans, 2025, ça va faire 4. Là. Bon. Moi, en général, j'attends à peu près un 5-6 ans avant de faire un repêchage. Fait que là, regarde, peut-être qu'un jour, je vais l'avoir numéro 1. Mais j'attends toujours de voir comment ça va se passer en série. Mais c'est ce qu'il dit justement, Rad. Oui, sauf que Slav, j'ai 0 doute en série. Puis, excuse-moi, Logan Cooley. Ah, je ne sais pas. Gauthier, j'ai 0 doute. Tu sais, fait il a refroidi. Non, je te parle en série. Mais il a refroidi quand même, là. Gauthier, oui. Il était très bon la semaine dernière. Ah oui, parfait. Il était très bon. Tu sais, des fois, les points, c'est un petit peu random, là. Okay. C'est un petit peu... Alors, regarde, peut-être qu'il va venir premier à un moment donné. Mais je peux-tu attendre un petit peu? Ça fait une saison et demie qu'il joue. Anaheim puis San Jose, c'est tout de suite. Montréal, c'est Non. San Jose, je te l'ai dit, le club est plein de trous. Bon, en passant à San Jose, quand ils ont rappelé Igor Chernyshov avant les fêtes, j'avais dit ça en passant. Oui, t'en as pas parlé dans ton liberté. Oui, puis personne ne réagissait. Puis Igor Chernyshov, je dois dire, il est encore meilleur que je pensais qu'il serait. Là, c'est quoi, 8 points en ces matchs? Oui, mais vraiment, après, avec Celebrini, écoute, c'est un duo d'enfer. Le gars, il est gros, il patine, il crée de l'espace, il marque des buts, il a des mains. Alors ça te prend des gars comme ça choisis en 2e ronde. Puis un parallèle que je vais faire, même si c'est pas le même genre de joueur, Chernyshov, Zarovski. Ouais. Chernyshov choisit 33e, Zarovski choisit 34e. 2 joueurs qui étaient très bons dans la Ligue junior russe, mais qu'on dirait que les équipes ont eu peur de choisir en première ronde. Moi, j'avais Chernyshov 19e sur ma liste, j'avais Zarovski 17e, et je vois un gros parallèle au point de vue impact. Même si c'est pas le même genre de joueur, Chernyshov est plus costaud, mais je vois le même genre d'impact, puis ça te prend des gars comme ça, parce que c'est pas juste les choix top 5 qui vont t'amener à la coupe. Okay. Question de Yann Martel. Oui. Une autre question pour Snake. Dans les derniers jours, on entend parler que Caleb Desnoyers sera un bon ajout à l'équipe canadienne puisque c'est un gagnant. Personnellement, j'ai toujours trouvé cette étiquette de gagnant très surévaluée. Gagner un championnat, c'est souvent une question d'être au bon endroit au bon moment. Steven Stamkos a gagné 2 Coupes Stanley, John Tavares aucune, ni même une finale. Croyez-vous qu'à la date limite, une équipe serait avantagée d'aller chercher Stamkos parce que c'est un gagnant? OK, ouais. Yann, je suis d'accord avec toi dans le sens que Caleb Desnoyers, c'est vrai que l'éthique de travail et tout, ça, j'enlève rien. Stamkos, même chose. On n'enlève rien à ces joueurs-là. Sauf que c'est peut-être un petit peu surévalué parce que oui, il faut que tu sois au bon endroit au bon moment. Il y a des joueurs qui ont gagné 2-3 coupes, qu'on qualifie de gagnants, mais il n'aurait peut-être pas gagné de coupe s'il avait été dans une autre équipe. Mais une chose que je répète tout le temps, il n'y a aucun perdant dans la Ligue nationale de hockey. Tu ne te rends pas là en étant un perdant. Tout le monde est gagnant. Est-ce qu'il y a des gens qui ont peut-être un petit peu plus de désir de vaincre, un petit peu plus d'amour du hockey? Ça, c'est normal dans n'importe quelle profession, n'importe quel job, même si tu gagnes beaucoup d'argent. Ce que tu ressens, c'est ce que tu ressens. Ouais. Puis il y a peut-être des gens qui l'ont moins. Tu sais, Lane Hutson, il capote sur le hockey.
Bon, peut-être qu'il y a des joueurs chez le Canadien qui aiment un petit peu moins le hockey que les Nutson. Alors, tu sais, je suis d'accord avec l'idée que ça te prend des joueurs déterminés, ça te prend des joueurs dédiés à leur profession. Mais de là à dire, je ne prendrai pas ce gars-là dans mon équipe parce que s'il n'a pas gagné la Coupe Stanley, comme tu dis, Yann, c'est un peu ridicule. Est-ce que j'irai chercher Stamkos parce que c'est un gagnant? Moi, j'irai chercher Stamkos si je juge qu'il est encore capable de produire. Mais avec le contrat qu'il a, le nombre d'années qu'il reste, à l'âge qu'il a, quand même qu'il a gagné la Coupe Stanley, je suis pas sûr, moi, que j'irai le chercher. Là, sais-tu ce que je viens de réaliser après 2 questions? Oui. C'est moi qui lis les questions. Ben oui. Tag. Oui. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas grave. J'ai comme embarqué. Ben oui. Mais lire la 3e, T'as bien tu poseras la 4e. Moi, je m'occupe des extraits, de toute façon. Bon. Charles-Philippe Laperrière. Question pour le recruteur Snake. Tu dis souvent que tu regardes le championnat mondial junior uniquement pour le plaisir. Concrètement, est-ce que ça veut dire que tu laisses au vestiaire l'esprit d'évaluation? Est-ce vraiment possible? Ou c'est plutôt que tu ne prends pas de notes sur les espoirs? Les performances de l'un et l'autre à ce tournoi n'influencent-elles pas toutes tes évaluations globales en vue des prochains repêchages? Oui. Regarde, c'est bien complexe là, ce qui se passe dans ma tête. Là. Oui, hein? Fait que je vais essayer de le résumer. On le savait. Je vais le résumer rapidement. Disons que la performance des joueurs de 19 ans, ça ne m'importe pas beaucoup. Pour ce qui est des joueurs qui sont admissibles au prochain repêchage. C'est assez clair, ça, oui. Exemple, les Ivar Stenberg ou les Viggo Bjork. McKenna. C'est sûr que tu ne laisses jamais complètement au vestiaire ton esprit d'évaluation. Mais moi, c'est plutôt pour les joueurs européens que ça m'intéresse. Un Gavin McKenna, je peux le voir dans la NCAA. J'ai pas vraiment besoin de savoir qu'est-ce qu'il va faire contre d'autres joueurs de 19 ans. Mais un gars comme Ivar Stenberg, à la rigueur, il joue dans la SHL, un tour régulier. Je tout ça dans le temps en Allemagne. J'en ai pas vraiment besoin. Ce qui peut être intéressant, c'est que pour les pays peut-être comme la Lettonie, le Danemark, la Suisse, des fois, quand il y a des espoirs, tu te dis, écoute, le calibre, la Slovaquie, le calibre des ligues juniors dans ces pays-là n'est pas vraiment bon. Ouais. Alors, quand ils arrivent contre de la forte compétition nord-américaine, sur une patinoire de surface nord-américaine, ça donne une bonne idée. Une autre chose aussi, pour laquelle je les regarde, étant recruteur pour les Olympiques de Gatineau, bien, c'est sûr qu'il y a des joueurs qui sont susceptibles de venir jouer dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Donc, je vais porter attention plus sur ces gars-là que la performance, par exemple, d'un Cole Baudouin ou d'un Michael Hage. Okay. C'est le fun de Michael Hage, mais pour moi, mon idée est déjà faite sur lui, puis elle est positive. Parfait. Tag? Oui, juste avant, permettez-moi de remercier nos partenaires, Mise au jeu plus, évidemment. Le concours de V-Nation, c'est super simple pour participer. Vous avez jusqu'au 18 janvier. Rendez-vous sur la page Instagram de KO Sport, donc KO_TV. Vous allez trouver tous les détails pour s'inscrire au concours, ainsi que Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Et juste dire aussi qu'on a été parodié par Johnny Maurice, Laurie Gilson. Un ancien joueur que j'ai coaché quand il était jeune, puis qui voulait faire une parodie, puis on lui a ouvert nos studios. C'est sur YouTube? Est-ce qu'on a un lien? Oui, je vais l'indiquer dans les commentaires de l'épisode. En parlant de parodie, Mathias, quand au sport a été parodié au bye-bye, ben oui. J'aurais aimé ça que ça soit nous deux. Ouais. Ça aurait été le fun de faire rire de moi. Ah oui, ben, écoute, continue comme ça, puis... ton tour viendra. Ben oui. Là, c'était Georges, Louis Morissette, Théo. Louis et Théo dans la poire de fromage, c'est ça. Ouais. On termine avec Bob Absolute. 2 questions pour le Snake concernant la dilution du talent. Est-ce qu'il existe une corrélation entre la faiblesse d'une ligue et la difficulté d'évaluer ses vedettes? Combien d'expansions devrait connaître la LNH pour que les stratégies de repêchage changent? Exemple, si le nombre d'équipes augmente, éventuellement le talent sera dilué et les joueurs auront plus de temps pour faire leur jeu. Conséquemment, les joueurs n'ayant pas un pace élite, mais ayant beaucoup de talent, deviennent attrayants. Je te laissais la plus longue. Absolument. Alors, ceux qui veulent continuer avec nous, ben, Chaos Sport, OK.